Il existe un moment dont personne ne parle, un moment spécifique, précis, chirurgical, le moment où un enfant décide que ressentir est beaucoup trop dangereux. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une exagération. C'est une décision de survie qui se transforme en sentence de mort émotionnelle. Carl Jung appelait cela l'amputation de la fonction sentiment. L'enfant ne se contente pas de réprimer des émotions. Il pratique une véritable chirurgie psychologique sur lui-même, coupant des parties de sa propre âme pour continuer à respirer en présence de ses parents. Et que reste-t-il après cette opération d'urgence? Jung avait un mot terrible et précis pour le décrire. Un cadavre émotionnel, une persona qui marche, qui parle, qui sourit, mais qui ne sent pas. Le soi véritable a été enterré vivant. Et cet enfant qui a cessé de sentir, il ne guérit pas avec le temps. Il se cristallise, le détachement temporaire devient une structure permanente de caractère. Le mécanisme de défense devient la personnalité. Et des décennies plus tard, on appelle cela le narcissisme. Mais en réalité, ce n'est qu'un enfant qui continue d'effectuer la même chirurgie, coupant la connexion émotionnelle avant que quiconque puisse le blesser à nouveau. Cette vidéo porte sur ce moment, le moment où sentir devient un crime contre sa propre survie. Nous grandissons en croyant que le développement émotionnel est linéaire, que les enfants apprennent naturellement à réguler leurs sentiments avec le temps. Jung a découvert l'opposé. Il a découvert que le développement émotionnel peut être interrompu de manière soudaine et permanente. Ce n'est pas une évolution interrompue, c'est une amputation, la fonction sentiment. L'une des 4 fonctions psychologiques que Jung a identifiées avec la pensée, la sensation et l'intuition. Peut être retirée de la personnalité comme si elle n'avait jamais existé. Et quand cela arrive, l'enfant ne développe pas d'alternative saine. Il développe des compensations narcissiques, de la grandiosité à la place de l'estime de soi, de la manipulation à la place de la connexion, du contrôle à la place de l'intimité. Mais Jung ne parlait pas de cas cliniques extrêmes. Il décrivait un schéma qu'il voyait répétitivement chez des personnes considérées comme normales par la société, des personnes brillantes, fonctionnelles, admirées, à l'extérieur. Tout est parfait, à l'intérieur, un désert émotionnel. Et l'origine, toujours la même, des parents qui, consciemment ou non, ont transformé les émotions en menaces existentielles. Je vais vous montrer comment ce processus fonctionne. Mais avant, je dois vous prévenir. Si vous reconnaissez ce schéma en vous-même, ça va faire mal, parce que cela va confirmer quelque chose que vous avez toujours su, mais que vous n'avez jamais eu les mots pour nommer. Vous n'êtes pas froid parce que vous le voulez. Vous êtes froid parce qu'un jour, quand vous aviez 3, 4, 5 ans, être froid était la seule façon de continuer à exister près de ceux qui étaient censés vous apprendre à sentir. Antoine a 4 ans. Il vient de renverser du jus sur la table pendant le petit déjeuner. C'est un accident simple, banal, une partie normale de l'enfance. Mais la réaction de sa mère ne concerne pas le jus, elle explose. Son visage se transforme, sa voix monte de 3 octaves. « Tu es un désastre. Tu ne fais attention à rien, tu fais ça exprès pour m'énerver. » Antoine commence à pleurer. Pas seulement à cause de la peur de l'explosion, mais parce que, à ce moment-là, quelque chose de fondamental vient de se briser. La connexion avec sa mère, la sensation de sécurité, la confiance que le monde est un endroit où vous pouvez exister et vous tromper. Et puis, sa mère fait quelque chose qui, pour Jung, est le véritable assassinat psychologique. Elle regarde les pleurs d'Antoine et dit, avec un mépris cristallin dans la voix, « Alors, tu vas pleurer? Arrête ton cinéma, ce n'est rien. Tu fais un scandale pour rien. Arrête de pleurer, tout de suite ou je vais te donner une raison de pleurer pour de vrai. » À ce moment-là,
3 messages simultanés pénètrent la psyché d'Antoine comme un venin à action lente. Premier message. Tes émotions sont fausses. Tu ressens des choses que tu ne devrais pas ressentir. Ta perception de la réalité est défectueuse. Deuxième message. Exprimer des émotions est dangereux. Cela entraîne des conséquences terribles. Cela augmente la menace au lieu de la diminuer. Troisième message. La personne qui est censée te protéger est une source de danger. Et pleurer, demander de l'aide, montrer de la vulnérabilité augmente ce danger. Antoine arrête de pleurer, mais pas parce qu'il s'est calmé. Il arrête parce que quelque chose en lui vient d'apprendre que ressentir de la douleur en présence de sa mère est un risque de survie. Jung l'expliquerait ainsi. La fonction sentiment d'Antoine vient de recevoir une association toxique. Sentir, danger, et les jeunes enfants n'ont pas la capacité de pensée complexe pour traiter cela. Ils ne pensent pas. Ma mère n'est pas régulée émotionnellement. Cela en dit plus sur elle que sur moi. Non, les jeunes enfants opèrent selon une logique binaire de survie. Cette chose que je suis en train de faire, sentir, me met en danger. Je dois arrêter de faire cette chose. Et la solution? La dissociation de la fonction sentiment. Le mot dissociation est trop utilisé et trop peu compris. La dissociation ne consiste pas seulement à ne pas ressentir temporairement, c'est une fragmentation active du soi. Jung a décrit le soi comme une totalité psychique, l'intégration de toutes les parties de la personnalité, consciente et inconsciente, en une unité fonctionnelle. Quand un enfant se dissocie de la fonction sentiment, il ne se contente pas de réprimer des émotions, il scinde le soi en morceaux et enterre une partie de lui-même là où elle ne peut pas être accédée. Imaginez que votre psyché est une maison avec 4 pièces. Pensée, sentiment, sensation, intuition. Un développement sain signifie pouvoir transiter librement entre ces pièces, en utilisant chaque fonction selon ce que le moment exige. Mais Antoine vient de verrouiller l'une des pièces. Il a mis des planches sur la porte. Il a jeté la clé, et maintenant, il a une maison à 3 pièces qui essaie de fonctionner comme s'il y en avait 4. Cela crée un déséquilibre structurel permanent. Jung a observé que lorsqu'une fonction est réprimée, les autres compensent de manière pathologique. Dans le cas d'Antoine et de nombreux enfants qui vivent cela, la fonction pensée va s'hypertrophier, va devenir dominante, rigide, contrôlante, parce que penser est plus sûr que sentir. La rationalisation est plus sûre que la vulnérabilité. Le contrôle est plus sûr que la connexion, et ainsi naît le noyau de la structure narcissique, une persona froide et calculatrice construite sur le cadavre de la fonction sentiment, mais il y a plus. Jung a identifié que le matériel psychique réprimé ne disparaît pas. Il va dans l'ombre. L'ombre personnelle est le dépôt de tout ce que le moi ne peut pas accepter de lui-même. Et quand des émotions entières sont réprimées, elles vont dans l'ombre comme contenu non intégré, où elles pourrissent et fermentent en forme toxique. Les émotions qu'Antoine ne peut pas ressentir consciemment vont commencer à fuir de manière distordue, colère explosive disproportionnée, envie corrosive déguisée en critique, honte toxique projetée sur les autres. Ces fuites ne sont pas des sentiments authentiques, ce sont des émotions sombres, contaminées par la répression. Et voici la véritable horreur. Antoine va grandir sans savoir qu'il est en train de sentir. Il aura des explosions émotionnelles et jurera qu'il est une personne rationnelle. Il détruira des relations et ne comprendra pas pourquoi. Parce que sa fonction sentiment ne fonctionne pas. Elle a été amputée à 4 ans. Ce qu'il possède maintenant, ce sont des fuites de l'ombre, pas des sentiments intégrés. Et ça, Jung dirait que c'est la structure classique du narcissisme. Ce n'est pas une absence d'émotion. C'est une dissociation des émotions combinée à des fuites obscures, incontrôlables. Mais la formation ne s'arrête pas au premier incident. Jung considérait le développement du caractère comme un processus répétitif. Ce n'est pas un traumatisme unique
qui façonne la personnalité. C'est un modèle répété des centaines, des milliers de fois. Dans les mois qui suivent, le schéma se répète. Quand Antoine tombe au parc et pleure, sa mère murmure avec urgence « Arrête de faire une scène ». Tout le monde regarde, tu me fais honte. Quand il essaie de raconter à son père le harcèlement à l'école, il entend « Tu dois arrêter d'être aussi sensible, endurcis-toi. Le monde n'est pas un endroit pour les pleurnichards. » Quand il a peur du noir et appelle sa mère, elle entre irritée. Arrête d'inventer des drames pour attirer l'attention. Et voici le poison le plus létal. Jung appellerait ça du gaslighting existentiel. Ce n'est pas seulement ne pas valider les émotions, c'est faire douter l'enfant de la réalité de ses propres émotions. Et quand vous remettez en question la réalité de vos propres émotions pendant assez longtemps, vous faites la seule chose que vous pouvez faire pour garder votre sanité. Vous arrêtez de sentir. 1 an après l'incident original, Antoine a maintenant 5 ans. Quelque chose a changé en lui. Les enseignants de l'école le remarquent. Il était un enfant sensible, expressif. Maintenant, il est différent, plus contenu, plus sérieux. Il ne pleure jamais. Il ne demande pas d'aide. Quand il tombe, il se relève sans réagir. Quand d'autres enfants pleurent, il regarde avec quelque chose que les enseignants ne savent pas nommer. Ce n'est pas de l'empathie, c'est du dédain. Une enseignante tire la mère d'Antoine à part pour une conversation. Je suis inquiète. Antoine semble avoir du mal à exprimer ses émotions. Peut-être vaudrait-il la peine de parler à un psychologue pour enfants? La mère est offensée. Il n'y a rien de mal avec mon fils. Il va bien. Il a juste maturé. Il a cessé d'être dramatique comme avant. C'est un progrès, pas un problème. Et elle a raison de son point de vue. Antoine est plus facile à gérer. Il n'a plus d'explosions émotionnelles. Il ne pleure pour rien. Il ne cause pas de honte en public. Il n'interrompt pas avec des besoins émotionnels inconvénients. Il est devenu ce que Jung appellerait un enfant bien élevé et mort à l'intérieur. La persona d'Antoine se cristallise. La persona est le masque social que nous présentons au monde. Jung disait que nous avons tous besoin d'une persona pour fonctionner en société. Mais la persona doit être un masque que nous pouvons enlever. Il doit y avoir un soi vivant derrière elle. Dans le cas d'Antoine, la persona est en train de devenir un substitut du soi. Parce que le soi véritable, la partie qui sent, a été enfermée dans l'ombre. Alors, qu'est-ce qui grandit? Une coquille, une imitation de personne. Et cette imitation va apprendre à faire tout ce que les gens font. Elle va apprendre à sourire aux moments appropriés, à dire merci, à s'excuser quand c'est nécessaire. Mais tout cela sera une performance, un algorithme social. Il n'y aura pas de sentiment réel derrière, et Antoine ne saura pas ce que c'est ainsi. Pour lui, c'est juste normal. C'est ainsi que les gens fonctionnent. Il ne sait pas que les autres personnes ressentent vraiment ce qu'elles expriment. Pour lui, tout le monde est en train de performer aussi. Tout le monde feint des émotions pour obtenir ce qu'il veut. Et quand il rencontrera quelqu'un qui ressent vraiment, quelqu'un de véritablement vulnérable, savez-vous ce qui va se passer? Il va ressentir du mépris, parce qu'il va voir dans cette personne la partie de lui-même qu'il a été forcé de tuer, la partie qui pleure encore, la partie qui a encore besoin, la partie qui sent encore. Et voir cette partie reflétée dans un autre être humain sera insurmontable. Alors il va faire avec cette personne ce que ses parents ont fait avec lui. Il va invalider, il va ridiculiser, il va lui dire de s'endurcir. Il va l'appeler dramatique, trop sensible, faible. Il va répéter le cycle, pas parce qu'il est mauvais, mais parce que l'ombre non intégrée se répète toujours. Calmez-vous. Parce que la partie la plus importante sur la formation du narcissisme à travers la dissociation émotionnelle arrive maintenant. Nous arrivons au mécanisme central que Jung a identifié, ce qui différencie un traumatisme traité d'un traumatisme qui devient une structure de caractère permanente.
Antoine a maintenant 7 ans, 2 ans depuis qu'il a cessé de pleurer. Quelque chose se passe à l'école. Son meilleur ami, Raphaël, s'éloigne. Il commence à jouer avec un autre groupe. Antoine sent quelque chose, une sensation étrange dans sa poitrine, vide, lourde. S'il avait sa fonction sentiment intacte, il reconnaîtrait. C'est de la tristesse. C'est une sensation de rejet. C'est la douleur de la perte. Mais Antoine n'a pas accès à ces mots. Sa fonction sentiment a été AMPUT. Alors, il ne traite pas cette sensation comme une émotion, il la traite comme une menace. Son corps ressent quelque chose d'inconfortable. Son système nerveux est activé, mais il n'y a pas de contexte émotionnel pour comprendre ce qui se passe. C'est comme une alarme qui sonne dans une langue que vous ne parlez pas. Vous savez que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas quoi. Jung l'expliquerait. La fonction sentiment devrait traduire les sensations corporelles en informations émotionnelles, utilisables. Elle devrait dire « c'est de la tristesse parce que tu valorisais cette amitié. C'est naturel. Tu peux pleurer, traiter et aller de l'avant. » Mais sans fonction sentiment, il n'y a pas de traduction. Il y a seulement un inconfort non nommé. Et le cerveau humain déteste l'inconfort non nommé. Alors, Antoine va faire ce qu'il fait automatiquement maintenant. Il va rationaliser. Sa fonction pensée hypertrophiée va entrer en action et va créer un récit qui donne un sens à la sensation inconfortable sans avoir besoin de la sentir. Le récit qu'Antoine crée est celui-ci. Raphaël n'était pas un bon ami de toute façon. Il était ennuyeux, inférieur, je n'ai pas besoin de lui. En fait, je mérite de meilleurs amis. Des amis qui me valorisent vraiment. Raphaël va se rendre compte de son erreur. Et quand il se rendra compte, il sera trop tard. Voyez-vous ce qui s'est passé? La sensation de rejet a été transformée en grandiosité compensatoire. La douleur a été convertie en supériorité. La vulnérabilité a été blindée avec du narcissisme. Ce n'est pas une stratégie consciente, c'est une conversion automatique. Et ça va se passer ainsi pour le reste de la vie d'Antoine. Chaque fois que quelque chose menacera de l'activer émotionnellement, la fonction pensée va séquestrer l'expérience et la réécrire en termes narcissiques. Ce n'est pas un développement de défense. C'est, comme Jung le dirait, c'est le soi qui essaie désespérément de fonctionner avec des parties essentielles amputées. Maintenant, Antoine a 12 ans. L'adolescence arrive. Le moment où l'identité devrait se consolider. Le moment où, selon Jung, l'individuation devrait commencer. L'individuation est le processus de devenir qui vous êtes vraiment, d'intégrer le conscient et l'inconscient, de récupérer le contenu de l'ombre et de l'incorporer au soi, de mûrir au-delà de la persona et de vivre authentiquement. Mais l'individuation exige quelque chose de spécifique, elle exige la capacité de sentir qui vous êtes vraiment. Antoine ne peut pas faire ça. Sa fonction sentiment est toujours enfermée. Alors, qu'est-ce qui se passe à la place de l'individuation? La solidification de la persona narcissique. Antoine devient très bon dans certaines choses. Il obtient de bonnes notes, pas parce qu'il aime apprendre. Mais pourquoi la performance scolaire engendre-t-elle l'approbation? Et l'approbation est un substitut à l'amour. Antoine joue au football, non pas parce qu'il aime ce sport, mais parce que la victoire engendre l'admiration. Et l'admiration est un substitut à la connexion. Il accumule les succès comme on collectionne une armure. Chaque réussite est une pièce supplémentaire de protection contre cette sensation terrible qui se cache sous tout. La sensation que si quelqu'un le connaissait vraiment, si quelqu'un voyait au-delà de la performance, il n'y aurait rien là. Et Antoine a raison. Ce n'est pas qu'il ne vaille rien. C'est que son soi véritable a été enterré à l'âge de 4 ans. Ce qui est visible maintenant n'est que la persona, et la persona seule, sans soi derrière, est réellement vide.
Cela crée un cycle vicieux que Jung identifiait comme caractéristique du narcissisme. Plus Antoine se sent vide, plus il a besoin de validation externe, plus il recherche la validation externe, moins il développe de substances internes. Moins il a de substances internes, plus il se sent vide. C'est une spirale descendante déguisée en succès. Antoine peut sembler incroyable de l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a qu'un écho, et c'est ici que les familles narcissiques achèvent la programmation. Les parents enseignent activement que le substitut émotionnel est supérieur. La mère répète, c'est eux qui comptent. Les résultats, la grand-mère dit, tu as toujours été le plus fort, pas comme ces enfants gâtés. Le père commente, à mon époque, un vrai homme ne se plaignait pas. Antoine absorbe ces messages. Il crée ce que Jung appellerait un soi gonflé. Ce n'est pas le soi véritable, c'est le moi gonflé par l'ombre non intégrée. Une grandiosité compensatoire qui tente de combler le vide où les sentiments devraient être. Et plus le moi devient gonflé, plus l'ombre devient lourde. Parce que tout ce qui contredit cette image doit être refoulé. Toute vulnérabilité va dans l'ombre. Et l'ombre devient de plus en plus toxique. Qu'est-ce qui empêche cette bombe d'exploser? La projection constante. Quand Antoine voit un collègue pleurer, il ne ressent pas d'empathie, il ressent du mépris. Quand il voit quelqu'un de vulnérable, il ressent une menace. Et ainsi, le narcissisme devient non seulement une défense, il devient une identité. Il devient tout ce qu'Antoine sait sur le fait d'être une personne. Antoine a maintenant 19 ans. Première relation sérieuse. Sa petite amie, Léa, est différente de lui. Elle ressent tout intensément. Elle pleure en regardant des films. Elle s'enthousiasme pour des petites choses. Elle parle ouvertement de ses sentiments. Au début, Antoine trouve ça fascinant. Comment quelqu'un peut-il être aussi ouvert? Mais peu à peu, la fascination se transforme en irritation. Léa veut des conversations sur les émotions. Elle veut savoir ce qu'Antoine ressent à propos des choses. Elle veut qu'il partage ses parts vulnérables. Mais Antoine n'a pas accès à ça. Quand Léa lui demande ce qu'il ressent à propos de leur relation, Antoine ne ressent qu'un vide mental. Il ne sait pas. Sa fonction sentiment n'est pas opérationnelle. Alors il fait ce qu'il fait toujours. Il rationalise. Il répond avec une analyse au lieu d'un sentiment. Je pense que notre relation est fonctionnelle. Nous sommes compatibles à plusieurs niveaux. Léa est frustrée. Je ne t'ai pas demandé ce que tu penses. Je t'ai demandé ce que tu ressens. Antoine sent l'irritation monter. L'irritation est l'une des rares émotions qui fuient encore de son ombre. Mais même l'irritation n'est pas ressentie comme un sentiment. Elle est ressentie comme si Léa était problématique. Tu compliques tout, dit-il. Pourquoi faut-il tout analyser? Pourquoi tu ne peux pas juste profiter? Et voici l'inversion narcissique que Jung identifiait. Antoine accuse Léa d'analyser trop, alors que c'est lui qui le fait. Il projette son propre schéma défensif sur elle, mais il ne peut pas le voir. Pour lui, il est rationnel et elle est dramatique. Il est stable et elle est instable. Il est fort et elle est faible. Toutes les projections de son ombre. Quelques mois plus tard, Léa pleure. Ils ont eu une dispute. Antoine a dit quelque chose de cruel. Elle a réagi émotionnellement. Et maintenant, elle essaie d'expliquer pourquoi ça l'a blessée. Antoine la regarde pleurer et ressent quelque chose d'inattendu. Ce n'est pas de la culpabilité, ce n'est pas du remords, c'est du mépris absolu. Une voix dans sa tête, qui sonne exactement comme la voix de sa mère quand il avait 4 ans. Elle fait du drama, elle manipule, elle essaie de te faire sentir mal, ne tombe pas dans le panneau. Antoine se déconnecte émotionnellement. Il devient froid. Il regarde Léa avec une expression vide. « Tu exagères. » dit-il d'un ton neutre. « Ce n'était pas si grave. Tu fais toujours ça. Tu transformes tout en crise. » Léa est choquée.
Comment peut-il être aussi froid? Elle est vulnérable, elle demande de la connexion, et il est comme une pierre. Elle ne sait pas, elle ne peut pas savoir, qu'Antoine n'est pas froid consciemment. Il opère avec une fonction sentiment amputée. Il ne peut littéralement pas sentir ce qu'elle ressent. Et la voir sentir active son ombre de manière si intense que la seule défense est de se déconnecter complètement. La relation se termine 3 mois plus tard. Léa dit qu'elle n'en peut plus de sa froideur, qu'elle se sent seule, même en étant avec lui. Que c'est comme aimer un mur. Antoine réagit avec une indifférence étudiée. D'accord. Je pense que tu as besoin de quelqu'un de plus émotionnel de toute façon. Je ne suis pas comme ça. Et je ne vais changer qui je suis pour personne. Retiens ça, je ne vais pas changer qui je suis, mais Antoine ne sait pas qui il est. Comment le pourrait-il? Son soi véritable a été enterré à l'âge de 4 ans et n'a jamais été exhumé. Ce qu'il appelle qui je suis n'est que la persona qu'il a construite sur la tombe de sa fonction sentiment. Mais Jung ne laissait jamais une histoire se terminer dans le désespoir. Il y avait quelque chose en lui. Peut-être une compassion profonde pour la souffrance humaine, qui cherchait toujours la possibilité d'une transformation. Alors, laisse-moi te montrer la partie que les autres vidéos sur le narcissisme ne racontent pas. La partie sur la façon dont cette structure peut être défaite. Antoine a maintenant 28 ans. Il est en thérapie. Pas parce qu'il le voulait, mais parce que son chef l'a fortement suggéré après un incident au travail. Antoine a explosé avec une collègue. Il l'a traitée d'incompétente en réunion publique. La collègue est allée aux ressources humaines. Le chef a dit que c'était un comportement inacceptable et que la thérapie serait une bonne idée. Antoine arrive en thérapie en pensant qu'il va prouver qu'il a raison, qu'il va trouver un thérapeute qui va confirmer qu'il est rationnel et que tout le monde est dramatique. Mais la thérapeute, spécialisée dans l'approche jungienne, voit à travers ça dès la première séance. Elle ne le confronte pas directement. Jung enseignait que la confrontation directe renforce les défenses. Au lieu de ça, elle pose des questions simples. Comment vous sentez-vous quand vous pensez à cet incident? Antoine répond automatiquement. Je pense qu'elle avait tort. Je pense qu'elle aurait dû faire son travail. Je pense que... La thérapeute interrompt gentiment. Je ne vous ai pas demandé ce que vous pensez. Je vous ai demandé comment vous vous sentez. Antoine sent l'irritation. Cette question encore. La même question que Léa posait. La même question qu'il déteste. Je ne sais pas ce que vous voulez que je dise, répond-il défensivement. La thérapeute observe quelque chose. Elle observe une micro-expression de panique quand elle a posé la question. Elle observe ses mains serrant les bras de la chaise. Elle observe sa respiration devenir superficielle. Antoine décide alors de faire un pas qui va tout changer. « Je vais faire une observation, dit-elle doucement, et vous pourrez me dire si cela résonne en vous. Il semble que lorsque je vous pose des questions sur vos sentiments, quelque chose en vous panique, pas une panique dramatique, une panique silencieuse, comme si je vous avais demandé de faire quelque chose d'impossible. » Antoine veut nier, il veut dire qu'elle a tort, mais quelque chose dans cette observation traverse ses défenses. Pour la première fois depuis des décennies, quelque chose d'authentique essaie de remonter à la surface. Il sent une pression dans sa poitrine, une boule dans sa gorge. Il ressent de la peur, une peur pure, primordiale, celle d'un enfant de 4 ans. « Je ne sais pas comment faire ça, dit-il, et sa voix se brise. Je ne sais pas comment ressentir. » La thérapeute ne bouge pas. Elle n'essaie pas de le consoler. Elle permet simplement à l'instant de se dérouler. Et alors, elle dit la chose la plus importante que quiconque ait dite à Antoine depuis qu'il avait 4 ans. Ce n'était pas de votre faute. Vous n'avez pas décidé d'arrêter de ressentir parce que vous le vouliez. Vous avez décidé parce que c'était la seule façon de survivre. Et quelque chose à l'intérieur d'Antoine, verrouillé depuis 24 ans, commence à se remettre en mouvement. Le travail de récupération commence. Carl Jung disait toujours que l'individuation est un voyage de toute une vie.
pour Antoine. Cela signifie déverrouiller cette chambre fermée à l'âge de 4 ans, entrer dans son ombre et récupérer sa fonction sentiment. Les premiers mois sont consacrés à l'apprentissage du vocabulaire émotionnel. La thérapeute montre des expressions faciales. Ça, c'est de la tristesse. Ça, c'est de la peur. Ça, c'est de la honte. Antoine apprend lentement. Ensuite, vient le travail corporel. Antoine apprend à percevoir les sensations, une oppression dans la poitrine, une chaleur au visage, des tremblements dans les mains. Il apprend que ces sensations sont des messages et non des menaces. La partie la plus difficile vient après, revisiter les souvenirs de l'enfance. La thérapeute demande à Antoine de retourner dans la cuisine, au jour du jus renversé. Mais en tant qu'observateur, Antoine voit le petit enfant. Il voit la frayeur, il voit les pleurs authentiques, il voit le besoin de réconfort, pour la première fois depuis des décennies. Antoine ressent de la compassion pour cet enfant. Et il réalise, cet enfant, c'est lui. L'enfant qui a cessé de ressentir n'a jamais grandi. Il est resté simplement congelé. L'adulte Antoine a été construit autour de lui comme une armure. La thérapeute demande « Que voulez-vous dire à cet enfant ?» Dans sa tête, il dit « Ce n'était pas de ta faute. Ce que tu ressentais était réel. Tu méritais d'être consolé, tu méritais de ressentir. » Et alors, il pleure. Pour la première fois en 24 ans, pas à cause d'une tristesse spécifique, mais parce que sa fonction sentiment se réveille, se décongèle, et tout ce qui a été réprimé pendant des décennies remonte à la surface. C'est le chemin du retour. Ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin rapide. Jung n'a jamais promis que l'intégration de l'ombre serait confortable, mais c'est un chemin possible, et pour Antoine, et pour toute personne qui a cessé de ressentir pour survivre à son enfance, c'est un chemin nécessaire. Parce que vivre comme une persona, sans soi, ce n'est pas vivre, c'est simplement survivre en boucle. C'est répéter le même schéma, les mêmes défenses, les mêmes vides, les mêmes explosions de l'ombre, jusqu'à ce que vous décidiez de faire ce qu'Antoine est en train de faire, descendre jusqu'à son ombre, récupérer ce qui a été laissé là, et finalement, après des décennies, ressentir à nouveau. Gardez ça en tête. Le narcissisme n'est pas seulement un trait de caractère, c'est une cicatrice psychique, c'est une marque laissée à l'endroit où la fonction sentiment a été amputée. Et les enfants ne choisissent pas d'amputer des parties d'eux-mêmes. Ils le font parce que les adultes autour d'eux ont transformé le fait de ressentir en un crime contre leur survie. Si vous avez reconnu votre histoire ici, si vous êtes comme Antoine, il y a quelque chose que vous devez savoir. L'enfant qui a cessé de ressentir vous attend. Il attend depuis des années, des décennies. Il attend que vous reveniez, que vous ouvriez cette porte verrouillée, que vous récupériez cette partie de vous. Et quand vous ferez cela, ça fera mal. Ça fera plus mal que tout ce que vous avez jamais ressenti, parce que ce seront toutes les émotions de toute votre vie qui arriveront d'un coup. Mais de l'autre côté de cette douleur, il y a quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis si longtemps que vous ne vous en souvenez même plus. Il y a la vie réelle, la connexion réelle, l'amour réel. Pas l'imitation que vous avez jouée pendant des années, le réel. Et Jung dirait, cette douleur en vaut la peine. Parce que de l'autre côté de cette douleur se trouve qui vous êtes vraiment, pas la persona, pas la défense, vous, le soi véritable qui a été enterré, mais qui n'est jamais mort. Il attend encore, il peut encore être sauvé. Si vous avez le courage de ressentir à nouveau, vous venez de découvrir le mécanisme le plus brutal de la formation narcissique. L'amputation de la fonction sentiment qui transforme des enfants en adultes émotionnellement morts. Cette vérité sur la dissociation émotionnelle a été enterrée pendant des décennies,
parce qu'il est trop inconfortable de reconnaître que des familles normales font ça à des enfants tous les jours. Chaque vidéo comme celle-ci coûte une recherche approfondie. Dans l'œuvre de Jung, la psychologie du développement, la neuroscience du trauma, cela coûte de revisiter des expériences douloureuses que beaucoup préféreraient oublier. Le « super thanks » là en bas n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites que cette vérité sur la façon dont les narcissiques sont fabriqués doit être connue. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous aidez à libérer d'autres personnes qui vivent encore comme des personas vides, sans savoir que leur soi véritable est simplement endormi. Vous n'êtes pas qu'un spectateur, vous êtes un survivant conscient, cherchant la guérison. Faites partie de ceux qui brisent les cycles générationnels de dissociation émotionnelle. Mais attendez, voici 3 signes que vous êtes en train de décongeler votre fonction sentiment. Premièrement, vous percevez des sensations corporelles que vous ignoriez, une oppression dans la poitrine, une boule dans la gorge, et vous parvenez simplement à les percevoir, sans les rationaliser. C'est la fonction sentiment qui se réveille, la reconnexion entre le corps et la psyché. Jung appellerait cela le rétablissement de l'axe moi-soi. Deuxièmement, vous pleurez dans des moments inattendus, en regardant des films, en écoutant de la musique, en vous réveillant sans raison apparente. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un signe de décongélation. L'ombre qui est en train d'être intégrée. Troisièmement, vous ressentez une empathie authentique, non jouée. Vous parvenez à rester présent avec la douleur de quelqu'un, sans avoir besoin de la réparer. C'est la fonction sentiment opérationnel, le soi intégré, celui que vous auriez dû être si on vous avait laissé ressentir depuis le début. La vérité que Jung a essayé de nous enseigner est celle-ci. Nous ne naissons pas narcissiques. Nous ne choisissons pas d'être froids. Ces choses nous ont été faites quand nous étions trop petits pour comprendre. Mais cela ne signifie pas que nous sommes des victimes permanentes. Jung croyait en l'individuation, en la capacité humaine de devenir conscient, d'intégrer son ombre, de récupérer les parties perdues de son soi. Il croyait que, peu importe à quel point vous êtes fragmenté, le chemin du retour existe. Cela exigera un courage que vous ne soupçonniez pas avoir. Cela exigera d'affronter une douleur que vous avez passé votre vie à éviter. Cela exigera d'admettre que votre force n'était que dissociation, que votre rationalité n'était que défense, que toute votre personnalité était un mécanisme de survie pour un enfant de 4 ans. Mais quand vous descendrez jusqu'à votre ombre et que vous récupérerez cet enfant, quelque chose d'extraordinaire se produira. Vous commencerez à ressentir à nouveau, pas les explosions émotionnelles de l'ombre, mais des sentiments réels, intégrés, qui vous informent de qui vous êtes. Vous commencerez à vous connecter vraiment. Vous commencez à vivre, enfin, en tant que personne entière, en tant que soi intégré, en tant que celui ou celle que vous étiez destiné à être, avant qu'on ne vous ait appris que ressentir était un crime. Voilà la promesse de Carl Jung. L'individuation est possible. La guérison est possible. Si vous avez le courage de ressentir à nouveau, la plupart des personnes qui ont regardé jusqu'ici ont eu une enfance où ressentir était dangereux. Êtes-vous d'accord ou non? Équipe, j'ai réussi à dégeler mes émotions. Versus équipe, je vis encore comme une persona froide. Laquelle êtes-vous? Commentez aussi à quel âge vous avez arrêté de ressentir. Beaucoup vont reconnaître le même âge, la même chirurgie psychologique, le même moment où survivre a exigé de mourir à l'intérieur. Je répondrai à tous dans les 2 prochaines heures, car cette conversation est exactement le type d'intégration collective que Jung croyait essentielle à la guérison. Une guérison profonde, durable et véritablement transformatrice.